Oui, Monsieur le Président, merci mes chers collègues. D'abord, merci pour cette présentation intéressante et exhaustive. J'en reviens à la délibération. Il y a une phrase que je retiens, qui est la suivante. Les dernières recherches sur les effets du changement climatique obligent à appréhender l'eau dans le cadre d'une gouvernance renforcée, car cette ressource s'imposera très vite comme un sujet politique. Alors, permettez-moi de juste corriger à la marge. Je pense que c'est déjà un sujet politique aujourd'hui. Nous savons déjà que nos territoires sont parmi les plus exposés aux pénuries et aux sécheresses. Nous savons déjà que près de 88% du territoire français connaîtra fréquemment d'ici 2050 des épisodes de tension hydrique. Nous savons déjà que malgré les 2 dernières années d'abondance en termes de pluie, le territoire du Grand Sud-Ouest sera parmi le plus impacté en France, notamment dû à l'irrigation des cultures. Alors oui, ça nécessite, comme c'est préconisé dans cette délibération, une gouvernance partagée et renforcée sur l'eau. Oui, ça passe par une valorisation également de l'ingénierie départementale et effectivement par une animation territoriale pilotée par notre institution. Ces constats-là, nous les partageons. Mais cela nous rappelle aussi que dans un monde où on sait désormais que l'objectif de limiter le réchauffement climatique à moins d'1,5 degré n'est plus qu'une illusion et les dernières régressions législatives ne vont pas arranger la situation. Il nous faut agir concrètement avec sobriété et protéger nos ressources. L'eau, c'est le cas de cette délibération, les forêts, les espaces naturels, les espèces, etc. Le mois dernier, Monsieur le Président, devait se tenir la session consacrée aux transitions. Bon, celle-ci a été repoussée pour des raisons logiques, des raisons que l'on comprend. Mais certains enjeux, certains dossiers actuels doivent être non pas peut-être traités, mais en tout cas évoqués dès aujourd'hui parce que la situation, l'urgence l'exige. Vous y avez d'ailleurs fait implicitement référence, Monsieur le Président. Ce matin, il s'agit du projet ECO, qui va impacter l'ensemble de notre territoire. Le projet ECO qui est porté par Élise Énergie dans le bassin de Lac et qui, pour celles et ceux qui nous écoutent et ne le sauraient pas, vise à produire de l'hydrogène et des carburants décarbonés pour l'aviation et le transport maritime. Permettez-moi du coup, sans entrer dans les détails, on aura, j'imagine, 1000 occasions d'y revenir en profondeur, mais en tout cas de poser un constat qui ne repose ni sur des impressions ni sur une quelconque posture politique. D'abord, il est question d'eau. Et c'est le cas de cette délibération. L'eau, ce sera, avec ce projet, une consommation de près de 3 millions de mètres cubes par an. Initialement, on parlait de 5 à 6 millions de mètres cubes, mais les données du projet semblent évoluer au gré des arguments des opposants. D'où une première question de ma part. Est-ce que vous avez été saisi? Est-ce que vous avez pu avoir l'occasion d'étudier concrètement les conséquences des prélèvements en eau dans le Gave qui seraient occasionnés par ce projet si jamais il venait effectivement à être mis en œuvre? S'agissant des forêts, ce sont des milliers d'hectares de forêts qui pourraient disparaître d'ici 2033. On parle quand même du prélèvement de 300 000 tonnes de bois, pour les estimations d'ailleurs les plus basses. Alors j'imagine que pour ceux qui nous écoutent, 300 000 tonnes de bois, ça ne veut pas dire grand-chose. Concrètement, c'est 10 fois le bois de peau par an. Donc ça peut effectivement là donner un peu plus le vertige, sachant que les forêts connaissent une surexploitation, qu'elles ne peuvent plus remplir leur rôle de puits de carbone et que leur capacité de stockage a du coup été divisée par 2 en 10 ans. Bon, il est question aussi de santé des riverains, il est question d'équilibre de nos écosystèmes, mais surtout il est question de modèle, notamment le modèle de transport. Alors oui, on nous vend ce fameux biocarburant qui se destinerait au modèle de transport aérien international, transport aérien international qui a augmenté de plus de 10% en 2024, qu'il surpasse déjà de 4% celui d'avant Covid et qu'il risque de doubler en 10 ans selon l'Association internationale du transport aérien. Donc voilà, il nous faut sûrement nous interroger sur le changement de modèle, et ça n'est pas une posture idéologique, mais une nécessité vitale. Je ne parle même pas du coût du projet qui donne le vertige. On parle de 2 milliards d'euros, avec des collectivités qui pourront ou devront contribuer dans un contexte financier que l'on connaît, qui est délicat, on l'avait décrit ce matin. Pour des retombées minimes en termes d'emploi, on ne peut pas accepter la création de 800 emplois dont on ne sait d'ailleurs pas s'ils seront tous locaux, en contrepartie d'une destruction de forêts et de la captation d'eau dans nos gaves. Alors oui à la création d'emplois, mais oui à la création d'emplois verts et durables. J'en conclus par là, je le répète, c'est une question de modèle, Monsieur le Président et mes chers collègues. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un dilemme. Quand on va devoir s'emparer de ce projet éco
locaux et en débattre tous ensemble, eh ben, on va être confronté à un dilemme. Est-ce que nous sommes résolument passés dans une nouvelle ère qui préserve nos ressources et refuse les projets destructeurs, où l'on pèse scrupuleusement projet par projet au regard des critères environnementaux et sociaux? Ou bien est-ce que l'on assume collectivement n'avoir tiré aucune conclusion finalement des alertes du GIEC, des alertes des experts, des alertes des scientifiques? Donc nous aurons à avoir un débat là-dessus, d'abord sur la base d'études réellement indépendantes, opérées par un cabinet réellement indépendant, mais aussi un débat tous ensemble pour questionner le bien fondé de ce projet. Il nous faudra approfondir ce sujet, en débattre, et le groupe de gauche s'y attellera avec sérieux, loin des postures qui peuvent vous apparaître peut-être stériles, mais avec comme ligne de mire un modèle définitivement en adéquation avec les urgences actuelles. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lamas. Monsieur Lissal voulait intervenir. Moi, je demande de rajouter après. Monsieur Lissal, vous allez? Oui. Mimi Esker, Egunon Deneri, Lendakari Jauna. Bonjour à tous et à toutes, chers et chers collègues. Tout d'abord, moi je voulais rappeler que l'eau est un bien commun, c'est un bien vital, et qu'il faut absolument ne plus le considérer comme une marchandise. L'eau, ça a été dit, répété, c'est un marqueur majeur du changement climatique, et notre approche doit être globale. Globale, l'eau potable, l'eau pour l'économie et l'eau pour les milieux, et on l'a bien vu lors de la visite, Charles Pellan l'a rappelé lorsque nous avons été au barrage du Cabas. Et il nous faut agir en conséquence et adapter également nos pratiques. Sur le petit cycle, eau potable, eau usée, eau pluviale, et le grand cycle, fleuve, rivière, nappe, bassin versant, et ces deux cycles de l'eau sont à traiter conjointement. Bien souvent, ils étaient séparés. Nous devons également, ça a été dit, territorialiser l'adaptation au changement climatique, agir au plus près afin d'assurer la qualité de l'eau et de faire évoluer notre consommation. Donc, dans un contexte de changement climatique, avec une hausse des températures de 1,52 degrés pour l'année 2024, donc les 1,5 degrés ont été effectivement dépassés, je crois, et nous pensons qu'on devrait plutôt parler maintenant d'urgence climatique. Cette hausse des températures, en plus, elle est accentuée par l'aggravation des catastrophes naturelles et des moyens financiers globalement insuffisants. Le réchauffement climatique a pour conséquence directe une augmentation des inondations, des épisodes de sécheresse, des vagues de chaleur, de l'extension des zones touchées par des feux de forêt. Et l'impact, évidemment, sur la qualité de l'eau et l'effondrement de la biodiversité sont indéniables. Donc, pour répondre à cette urgence climatique, nous rejoignons les enjeux qui ont été exposés, et on souhaiterait approfondir un petit peu dans chacun des enjeux qui ont été exposés. Le premier, la gouvernance. Pour nous, et on souhaite le réaffirmer, il faut qu'elle soit publique. Il a été exposé, et nous partageons également la nécessité de clarifier les compétences et également de favoriser le maillage de réseau. Ça a été évoqué, en Pays Basque, une maîtrise d'ouvrage, et en Béarn, 139. Et enfin, il faut également qu'on soit transparent sur la destination des volumes. Deuxième enjeu, nous on les a regroupés, la qualité et la quantité de l'eau. Je l'ai déjà dit, il nous faut une vision globale sur le petit et le grand cycle. L'ingénierie sur l'eau, dans le rapport et dans la présentation, ça a été évoqué également, et nous partageons ce besoin de désimperméabilisation et de renaturation qui pourrait diminuer les risques d'inondation et la saturation des stations d'épuration, le dimensionnement des ouvrages, le contrôle de la qualité de l'eau et la modernisation des installations, ainsi que les PFAS ont été évoqués. Et il nous semble qu'il faut appeler à la responsabilité sociétale des industriels pour qu'ils n'utilisent plus
de tels produits dans les biens de consommation. Et dernier point sur cet enjeu, la nécessaire transition agroécologique. Autre enjeu, la consommation. Comme il est évoqué dans la délibération, un objectif collectif de réduire de 10% la consommation de tous les usagers, que ce soit les particuliers, les professionnels et les collectivités. Et nous, on suggère un outil, la tarification progressive, en se basant sur les besoins vitaux, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que les 15 premiers mètres cubes par personne et par an soient gratuits. Et en fait, il y a un enjeu qui n'a pas été évoqué dans la présentation et qu'on n'a pas retrouvé non plus dans le contrat de progrès, c'est l'accès au système assurantiel. Aujourd'hui, notamment suite à des catastrophes naturelles ou à la multiplication de catastrophes naturelles, eh bien de nombreuses collectivités n'ont plus accès ou en tout cas n'arrivent plus à trouver d'assurance. Et enfin, un dernier point, afin d'appréhender au mieux l'ensemble de cette problématique, la mise en place d'un plan de formation pour les élus et l'ensemble des acteurs nous semble nécessaire. Et le département pourrait l'accompagner dans le cadre de ce contrat de progrès. La journée qui est prévue au mois de novembre prochain pourrait être un moment fort également de sensibilisation citoyenne. Mieszker, merci. Je vous remercie. Monsieur Pellan va conclure après que je dise mon sentiment. Merci. Mais le micro, Jean-Jacques. On n'a pas réglé complètement ces détails techniques. Merci de ce débat et merci de l'introduction, M. Pellan, et je remercie ceux qui nous ont présentés et qui ont dit avec beaucoup de précision ce qui me semble être les grands enjeux. La dernière diapo, je pense, précise bien les sujets sur lesquels on doit se recentrer. Il y a un thème et plusieurs sujets. Alors il y a à la fois la situation du service de l'eau aux consommateurs, les qualités. On est très préoccupé par la qualité des eaux, bien entendu. Ce que je veux dire simplement, je réitère ce que j'ai formulé ce matin. Nous avons besoin de nous fabriquer le bon point de vue. Que voulez-vous? Et la démonstration vient d'être faite que nous avons dans cette maison des compétences, ou dans cette maison ou dans les structures avec lesquelles nous travaillons, des compétences qui nous permettent tout de même d'avoir les bons points de vue sur ces sujets. Moi, je vous avoue que je suis souvent effaré par des démonstrations techniques au contraire, et desquelles il faut quand même avoir la possibilité de s'extraire pour trouver quelle est la bonne ligne à poursuivre au sein de notre Assemblée. On a la chance d'avoir un département qui est pourvu en eau, et avec tous les avantages et les inconvénients que ça peut procurer. Le débat doit s'engager sur tous les sujets qui ont été évoqués. Moi, je vous avoue que lorsqu'on est en pénurie d'eau, à regarder attentivement, parce que la pénurie n'est pas la même dans toutes les parties de ce département, je regretterais que, par exemple, l'agriculture, qui est grosse consommatrice, qu'on ne veuille pas, en volume, fasse les frais de jugement un peu trop hâtifs. Notamment au regard des enjeux de production que ça représente. Je prends cet exemple parce que, voulez-vous, je connais un peu cette activité, et je sais que souvent dans l'empressement et dans l'imprudence, on peut aussi désigner la cause d'un malaise d'une façon un peu prématurée et un peu trop légère. Débat que nous avons en permanence entre nous. Jusqu'où la main de l'homme doit aller, contrariant ou canalisant, c'est le cas de le dire, les effets de la nature. Souvent, moi je prends comme exemple la route de la Corniche, grand débat. Je sais que Saint-Jean-de-Luz, par exemple, où les intervenants, M. Saint-Jean-de-Luz, doit sa survie à l'intervention de l'homme, qu'on le veuille ou pas, parce que la digue de Saint-Jean-de-Luz, on sait très bien ce que ça représente, et on sait très bien ce que dans le passé, l'insuffisance de protection a généré dans cette partie de... Bon, grand débat, je n'ai pas de réponse définitive, mais écartons-nous des grands poncifs et essayons de nous forger, je pense, je le dis parce que je crois que c'est vrai, de nous forger la bonne attitude. Sur le projet éco, je reçois le dirigeant, on n'est pas sollicité, on n'a pas été sollicité parce qu'on n'est pas autorité, on n'a pas l'autorité pour instruire ce dossier et pour l'accompagner. Les dirigeants viennent me rencontrer la semaine prochaine et moi je dis qu'il y a discussion, il y a débat.
je sais que des positions ont été prises. La communauté d'agglomération des Pays Basques a pris une délibération, a pris une décision qui, à mes yeux, aurait mérité d'être approfondie. Il y a débat sur l'approvisionnement, hein, mais au-delà de ce débat, regardons la situation de la forêt. Alors, traduire ceci, c'est 50 fois ou je ne sais plus combien le bois de Pau, mais Pau, c'est la référence en tout, mais pas en forêt non plus. Donc, il faut savoir ce que ça veut dire. Au regard du gisement forestier que nous avons, au regard avec une forêt privée à 80%, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire bouger? Qu'est-ce que ça va provoquer comme embarras? L'embarras sur l'eau, vous l'avez dit, ça peut se régler, je crois, mais enfin, on verra bien. L'embarras sur les transports, ces grands projets, c'est des milliers de tonnes Bon, c'est naturel et normal qu'il y ait débat. Le plus grave, c'est de débattre et d'en sortir des conclusions définitives sans regarder dans le détail. Hein? Voilà. Et pour l'électricité, c'est exactement pareil. Démonstrations diverses et variées sont faites, toutes qui s'opposent les unes aux autres. Enfin, la vérité, c'est qu'on n'a jamais consommé autant dans ce pays d'énergie fossile que maintenant. Et jamais. La consommation d'énergie fossile est en augmentation. Alors, au moins, trouvons un point d'accord pour dire qu'il faudra que la plaisanterie, si on peut dire, s'arrête le plus rapide. Oui, s'arrête. Ou en tout cas que cette tendance, et c'est vrai dans toute l'Europe. Et souvent, les pays qui nous font concurrence ont mis au calendrier grec la solution des problèmes carbone. On sait très bien de quoi on parle. Donc voilà, je crois qu'il faut avoir beaucoup de... Et ce sujet, on va essayer de le regarder un peu avec le style que j'évoque. Charles, et on compte sur toi, M. Pélan, on compte sur vous. Vous concluez cette discussion, que l'on va reprendre partiellement à la session, parce qu'on pourra peut-être, hein, mais je sais que vous ne serez pas là. Allez-y. Oui, merci Président. Effectivement, c'est un sujet éminemment politique au sens noble du terme. Et je crois que l'un des éléments de réponse, c'est de faire partager le même niveau d'information à l'ensemble de nos administrés, de nos concitoyens. Je pense que sur ces sujets, il faut effectivement partager de l'information et faire prendre conscience. Par contre, je pense qu'il faut aussi faire attention de ne pas prendre le temps du réchauffement climatique par le prisme de la peur, mais plutôt par celui de la préoccupation. Je crois que c'est extrêmement important. Vous savez, on l'a rappelé, nous sommes sur un département qui a beaucoup de chance, mais on a eu surtout la chance d'avoir des élus qui ont fait preuve, ou des responsables professionnels, de beaucoup de courage politique. Aujourd'hui, réaliser un ouvrage comme le lac du Gabas paraît impossible, et pourtant, il joue un rôle majeur, j'insiste là-dessus, sur le plan environnemental, sur le plan d'aménagement du territoire, sur le plan du développement économique. Alors moi, je pense qu'il y a un cadre qui est le cadre scientifique qui doit nous aider à prendre des décisions. Nous avons participé, certains d'entre nous ont participé l'autre jour à une réunion organisée par monsieur le préfet avec l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de ces sujets environnementaux, plutôt qui concernaient la biomasse. On ne va pas aborder ce sujet aujourd'hui, mais je pense qu'effectivement, il est intéressant, important de pouvoir, là aussi, avoir tous le même niveau d'information à travers des éléments scientifiques sur la production de la biomasse dans notre département, la préservation de la ressource, les enjeux environnementaux sur les milieux aquatiques. Tout ça nous permet également de pouvoir faire converger tout simplement les regards. Moi, je suis convaincu que l'on peut arriver à concilier développement économique et préoccupations environnementales. Il le faut absolument, parce qu'il y a quand même, malgré tout, les enjeux de souveraineté alimentaire et de souveraineté industrielle qui doivent être mis au premier rang, je le dis avec la précaution bien évidemment de préserver l'environnement exceptionnel dans lequel nous vivons.